Bien, merci. Ouria a parlé du fait que nous nous inscrivons dans quelque chose qu'elle appelle à juste titre l'utopie. Et je crois que c'est tout à fait vrai. Mais il faut bien voir que l'utopie d'aujourd'hui sera demain la réalité. Ce n'est pas une utopie dont nous voulons nous battre pour des grandes idées et espérer qu'un jour elles s'accompliront. Elles s'accompliront. Et en écoutant, je me rappelais qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, à Bruxelles, en 1920 ou 1923, s'est tenu un congrès des peuples de couleur. C'était la première fois qu'à l'échelle de la planète se réunissaient des représentants de tous les pays colonisés. Ils voulaient collaborer entre eux, réfléchir à la manière de secouer le joug colonial. Et à l'époque, on pouvait dire, peut-être encore plus qu'aujourd'hui, que l'idée de leur émancipation apparaissait réellement utopique. L'idée que, je veux dire, aujourd'hui, ça nous semble évident que le colonialisme ait disparu, mais il faut se rappeler qu'au début, enfin, il y a un siècle, ce n'était pas du tout évident, et que la division du monde entre peuples dominants et peuples dominés, entre blancs et peuples de couleur, était la réalité. Et tout le monde pensait que c'était ça le réalisme. Un siècle après, non seulement ces peuples se sont libérés grâce aux luttes anticoloniales, mais on constate un phénomène qui est quand même très important et qui doit nous donner aussi de l'espoir, c'est que les rapports de force dans le monde sont en train de changer. C'est-à-dire qu'un monde qui était avant dominé par les Occidentaux rencontre aujourd'hui d'autres forces, que ce soit la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, etc. Et je crois que cette transformation est aussi très importante, parce qu'elle crée des possibilités de lutte qui me semblent tout à fait importantes. La deuxième chose, quand on parle d'utopie, c'est à propos de ce qui s'est passé dans le monde arabe et le printemps arabe. Qu'est-ce que le printemps arabe, fondamentalement, à mon avis, montre et confirme? C'est que ce sont les peuples qui font l'histoire. En dernière analyse, on peut les maintenir sous oppression, sous domination pendant 10 ans, 20 ans, etc. Mais finalement, avec détermination, on peut changer les choses qui ont l'air là aussi figées. Si on s'était réunis ici il y a exactement un an et que quelqu'un était intervenu pour dire mais demain Ben Ali sera parti ou Moubarak sera parti, on serait regardés tous en disant mais d'où il sort? Et pourtant c'est la réalité. Et ce combat mené par les peuples, qui s'est concrétisé au moment des révoltes, c'est important de comprendre qu'il a été préparé par mille et une choses. Ce n'était pas un coup de tonnerre dans un ciel bleu. C'est-à-dire que ça a demandé à chaque moment des mobilisations ponctuelles, des fois qui avaient l'air très... Quand il y avait 500 personnes au Caire qui manifestaient contre la torture en prison, on pouvait se dire, mais attendez, 500 personnes dans une ville qui a 17 millions d'habitants, ce n'est rien. Et pourtant, c'est l'ensemble de ces mobilisations qui a permis ces printemps arabes. Et le fait qu'il y ait un lien entre l'engagement individuel et cet engagement collectif me semble très important. Il faut être conscient que les peuples font l'histoire et que nous sommes une partie de ces peuples. Que l'histoire ne se fait pas de manière abstraite, on regarde les gens qui font, ça dépend de chacun d'entre nous. Et c'est vrai qu'à l'échelle individuelle, ça peut paraître peu, bon, on va manifester pour Gaza, on va donner de l'argent pour la Palestine, etc. Et on se dit, mais finalement, est-ce que ça pèse? Oui, ça pèse. Personne ne peut dire à quel moment ça peut déboucher sur quelque chose de plus important. Mais s'il n'y avait pas ces mouvements en amont, il n'y aurait pas ces révolutions. Et que ça me semble quelque chose d'important. Et je crois que le printemps que nous voulons lancer s'inscrit dans un mouvement qui est beaucoup plus, enfin dans une volonté d'aller beaucoup plus loin, d'aller vers quelque chose qui est de l'ordre de la révolution, c'est-à-dire de l'ordre de la transformation profonde d'une société profondément inégalitaire et injuste, qui est une société qui opprime la majorité de la population, qui discrimine particulièrement les quartiers. C'est une société que nous voulons profondément changer. Et nous sommes, j'en suis en tous les cas convaincu, qu'on peut la changer. Même si
si on compare l'objectif à ce qu'on peut faire en prêtant en 2012, on peut se dire, wow, c'est pas grand-chose. Oui, c'est pas grand-chose, mais c'est ça qui prépare. C'est ça qui permet petit à petit de casser ce système qui, par ailleurs, c'est quand même important de le rappeler, est un système qui est en crise comme il n'a jamais été depuis 1929. C'est-à-dire, c'est un système où, je veux dire, tous les 2 jours, les chefs d'État se réunissent en disant comment on va sauver l'euro, comment on va sauver l'Europe, comment on va sauver le système tel qu'il est. Mais en fait, on se rend compte que le système est en train de se fissurer. Et je crois que ça, c'est important. L'autre élément qui me semble aussi important dans cette dynamique, c'est que la politique de discrimination sociale et religieuse, enfin religieuse au sens de l'islamophobie, a créé une situation souvent dans laquelle on a marginalisé les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers, non seulement au sens social, c'est-à-dire des zones de pauvreté, de chômage, etc., non seulement en les discriminant d'un point de vue raciste et d'un point de vue islamophobe, mais en plus en les amenant en souhaitant en tout cas les amener à une démobilisation. C'est-à-dire en disant, mais finalement, on sait que ces quartiers ne votent pas, on sait qu'ils ne se mobilisent pas, sauf quand il y a, comme en 2005, comme disait Aurillac, un mouvement important, mais il y a une vraie volonté de marginaliser. Il ne faut pas croire que c'est simplement le résultat d'une politique générale, d'une politique sociale. C'est une volonté politique de faire que dans ce pays, les pauvres n'aient pas la parole. Et ce que nous voulons faire, c'est effectivement donner la parole à ces gens particulièrement opprimés. Là, tout à l'heure, on a eu un exemple avec la vidéo que j'ai trouvé très... Vraiment, on en avait parlé, bon, je n'avais pas vraiment d'opinion sur ce que ça pouvait donner. De voir ces gens parler de la vie ordinaire, de la manière dont ils sont discriminés, de la manière dont ils peuvent se battre, etc., c'est quelque chose qui est important. Parce que la parole, c'est le début de la mobilisation. Et je crois que c'est cette mobilisation que nous souhaitons. Et je conclurai un peu là-dessus. Je crois que la réunion de ce soir est un succès, mais elle sera d'autant plus un succès que chacun d'entre vous, mais quand je dis chacun, c'est chacun individuellement, relaiera ce qu'on a fait. L'idée n'est pas d'avoir, nous ne sommes pas une espèce de, je sais pas, de direction, de bureau politique, de gens qui essayent de... On a, comme a dit Ouria, très peu de moyens, et je dirais les seuls moyens qu'on a, c'est vous. Et ça, c'est important de comprendre. On a une période qui s'ouvre. La présidentielle a toujours été... Enfin, les périodes électorales sont toujours une occasion en France de débats plus importants. Mais ce n'est pas une présidentielle normale. Réellement, personne ne peut dire où sera ce système économique et social dans 3 mois. Personne ne sait si on aura dans 3 mois l'euro. Alors on peut dire que ce n'est pas très important. Non, si, c'est important parce que c'est des mesures d'austérité qui sont imposées, c'est des mesures de licenciement qu'on voit se développer partout, etc. Donc face à ça, il y a une possibilité de se mobiliser. J'espère que la réunion de ce soir sera une première étape de cette mobilisation. Merci.